Nous avons dit à M. Issa Chiroma que nous n'irons que lorsque, je dis bien les oppositions, parce que vous ne pouvez pas mettre des gens dans l'opposition qui n'en sont pas, parce qu'il faut faire la différence entre les opposants, les dissidents au système, les indiques du parti au pouvoir, et leur demander de faire une candidature unique. Non. C'est un peu ce qu'on demande à l'UPC. C'est-à-dire s'entendre entre celui qui soutient le régime en place, dont le néocolonialisme, et ceux qui ne le soutiennent pas. Il n'y a aucun point de convergence. C'est pour ça que je parle du consensus d'une certaine opposition. Elle ne se surprend pas. Maintenant, le contenu, c'est quoi? Je l'ai parcouru et je pense que nous l'avons dit en son temps. Chaque fois qu'il y a un peu d'UPC dans un programme, ça attire l'UPC. Pas le simple fait qu'on ait fait ça le 13 septembre, parce que je vous ai dit au départ que l'UPC ne s'approprie pas du 13 septembre. Mais le fait qu'il y ait un peu d'UPCisme dans un programme nous attire. Maintenant, pour la suite, je vous ai dit que je laisserai la primeur au militant de l'UPC et au candidat qu'on aura choisi. Gervais Fongan, que peut-on penser de ce choix Issa Chiroma, candidat du consensus, qu'est-ce que cela vous évoque? Premier commentaire à chaud avant de rentrer peut-être dans les critères qui ont guidé le choix et peut-être la plateforme qui s'exprime, quelle légitimité a-t-elle, mais d'abord sur le nom qui a été choisi pour porter tout au moins les voix d'une certaine opposition à l'élection du 12 octobre. Alors, je commencerai d'abord par répondre à la question que vous avez posée dans l'UPC, à laquelle il n'a pas répondu. Je vais répondre sans ambiguïté. Non, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris parce que quand vous regardez le déploiement dans l'espace public tous les autres candidats, que vous preniez Joshua chez USDF, Cabral Libi, Serge Espoir Matomba, Iram, même Belobouba, etc. Tous sont aussi très distants vis-à-vis de ce qui a été entrepris jusqu'ici. Ils sont aussi très très distants. Et le moins 10 ans depuis que cette affaire a commencé, c'était évidemment Issa Chiroma Bakary. Et les autres ont très clairement dit, peut-être une petite anecdote, quand Joshua Oshi, par exemple, dit avec tambour et trompette que il se retrouve dans un meeting à Garoua et qu'on leur fait savoir que le chairman lève la main, il demande que chacun s'engage à ne pas trahir le serment qu'ils sont en train de prendre et que quelqu'un s'engage à ne pas le faire et que quelques heures après le lamido qu'il les recevait, fait savoir que le monsieur qui a levé la main là, avant d'arriver dans le train, il vous aura trahi. Et manifestement, c'est ce qui s'est passé. Et maintenant, quand vous écoutez les prises de position de Serge Espoir Matomba, du PUR, par rapport à cette affaire, ou bien Cabral Libi et tous les autres, eh bien, il était à peu près certain qu'ils avaient pris une distance vis-à-vis de ce qui a été fait. Donc, quand vous faites la shortlist et que vous faites l'écrémage, il ne restait que Issa Chiroma, qui manifestement était celui qui avait été retenu. Donc moi, je n'ai pas été surpris par ce choix au regard des prises de position des autres candidats depuis que ces gens ont commencé à travailler. Maintenant, mon ressenti suite à faire, je suis à la fois, je ne vais pas dire surpris, mais un peu embêté par ce qui se passe. Parce que vous savez, on est parti du groupe de Douala avec Sambaka, avec Ndiouka Mtchamini. Sambaka qui s'est dissocié de cette annonce-là. Oui, il y a comme une amertume quand on est du déploiement. Il y a pas, et cette dissonance-là n'est pas de nature à rassurer et à resserrer les liens. Parce qu'en vérité, quelle que soit l'alchimie qu'on peut trouver, évidemment, il est clair que la genèse à la base, c'est le groupe de Douala. Maintenant, Ndiouka Mtchamini et Onessé Kane, qui étaient les acteurs clés de 92, ont essayé de reproduire les recettes qui ont marché en 92 dans l'espoir de produire le candidat qui nous sont présentés à l'espace public. Je sais que les candidats ont chacun reçu une sorte de lettre d'engagement dans laquelle ils devaient prendre pour une des décisions fortes était par exemple de dire que si vous acceptez d'être le choix de consensus, eh bien, vous aurez maximum 3 à 5 ans de mandat et vous-même ne serez pas candidat. Donc, les 3 à 5 ans vont servir à mettre en place des institutions fortes, tout réorganiser et après vous retirer. Donc, je crois que chacun a reçu un document qu'il fallait signer et qui était un des critères premiers
et manifestement, d'après les informations que j'ai, beaucoup n'ont pas adhéré à cela et ne se sont pas engagés. Alors, voilà. Et on a eu le résultat qu'on a obtenu. Alors, Dr Mbok, justement, que vaut un consensus autour d'un candidat quand les 10 autres sont encore en course? Le consensus, à quel niveau y en a-t-il un dans cette déclaration qui a été faite hier? Il faut noter, on le disait tout à l'heure, que jusqu'ici, au moins 2 ou 3 candidats ou 4 ont clairement indiqué ne pas être associés à ce processus et ont donné clairement les raisons pour lesquelles ils ne seraient pas associés forcément à la candidature, une candidature consensuelle. De toute façon, comme elle est faite, on peut parler de Yoshua aussi, qui demande à coaliser autour de lui, Kabralibi qui demande déjà à Issa Chiroma et à Bello, bon, on en parlera de quoi commencer la coalition. Il y a beaucoup de sorties de personnes, Matomba, qui ne semblent pas être très... Que vaut cette candidature de Issa Chiroma, ce consensus autour de Issa Chiroma aujourd'hui? Alors, peut-être je vais rappeler la genèse pour arriver à ce consensus-là. Je déplore ici, je déplore fortement l'absence des noms que vous avez cités tout à l'heure à la rencontre de Fumban, parce que c'est de là que tout part en fait. À la rencontre de Fumban, il est question que l'opposition s'asseye, se parle, traite les questions qui ont divisé par le passé et parviennent donc à être véritablement une opposition qui va pouvoir travailler face à un adversaire qui a non seulement tous les moyens, mais qui a cette volonté et cette capacité de nuisance à l'extrême. Il était donc question de se rassurer d'abord que tous ceux qui sont retenus, donc parmi les 11, vraiment sont là parce qu'ils portent un projet. Oui, c'était le cas. Deuxièmement, il fallait qu'on se parle pour savoir quel est le minimum sur lequel on doit s'entendre. On a donc allé sur la question du contexte électoral dans sa globalité qu'il fallait quand même revoir sur certains pans. Là, on a été d'accord. Le volet d'après, c'était il faudrait que l'opposition apprenne à éviter de créer la confusion à l'avantage du parti en face. C'est-à-dire, quand on est sur des plateaux de UNDP, SDF, PCRN, FSNC, au lieu de dire ce pourquoi nous sommes là, on se met à s'invectiver, et les gens du ADPC ont le doigt dans le nez et se moquent. Fumban, on a dit il faut que ça s'arrête, et ça a été entendu. Et puis, il y a d'autres résolutions qui ont été prises où chacun devait faire vraiment un état des lieux en interne. État des lieux au niveau de ses militants, de ses capacités et de ses forces de déploiement. Comment est-ce qu'on contrôle les bureaux de vote? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Est-ce que les questions purement techniques avaient été placées sur la table? Et c'est ce qui a entraîné la deuxième réunion que nous avons connue ici chez le président Akere Mouna, à la fondation Mouna, où les échanges ont continué. Mais fondamentalement, on a retenu qu'il fallait que chaque candidat rentre à la base, procède à des consultations, de manière à ce que demain, quand on se retrouve, que chacun puisse dire voilà ce que les Camerounais veulent, voilà ce que les Camerounais attendent, et que nos projets de société ne soient pas des palcopies, des projets d'avant, mais que ce soit quelque chose de contextualité, de réel, d'actualité, j'ai envie de dire. Et ça a été fait. Le FSNC, finalement, donc, qui se définit comme le parti de la main tendue, s'est dit il faut tendre la main à toute l'opposition, et je suis d'accord avec mon frère, parce que nous sommes allés vers tout le monde. Tout le monde. Pour dire, alors on fait quoi? Le but ici, c'est coalition, candidature unique. C'était un souhait de la base. Parce que même sur les réseaux sociaux, vous avez vu, les gens disaient, pourquoi ne pas mettre Kamto, Bello, Chiroma ensemble? Pourquoi ne pas mettre tel ensemble? On a écouté la base. Et pendant qu'on écoute la base, on se dit, si on prend en compte les besoins sociaux, la base de tous les partis politiques, et aussi les réseaux sociaux, ils comptent. On a vu les appels, les souhaits, les besoins, et même en interne, certains de nos partis, certains militants disent que seul, oui, c'est bien, chacun est venu pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est la réalité. Maintenant, imaginez si on coalise. Et on a bien compris qu'aucun des 11 ne voulait laisser la place à l'autre. Ce qui est normal, et ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Il fallait donc maintenant rentrer dans la coalition des moyens.
Voilà la première coalition qui a été adoptée. Par la suite, donc, ayant écouté les gens, on a mis sur la table la question de la coalition. Je viens dans le groupe de Douala. La genèse est importante. Dans Rapidement, le groupe de Douala, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour... Sambaka et les autres échangent. Maintenant, leurs besoins, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en interne, et il n'y a pas eu suite, ils se sont divisés. Et dans cette division-là, l'UPC, donc, l'Union pour le changement, se met directement en branle. La division commence quand Ekan a décidé d'investir le MR, c'est-à-dire Maurice Kamto. Voilà, bon. Je n'ai pas voulu entrer dans ce volet-là, parce que c'était avant. Ce qui s'est passé avant. Alors, à la suite, Rapidement, parce que la terminé. division est installée, il faut donc continuer. Eux, ils rentrent donc dans la consultation globale et générale. Ils ont écrit à tous les 11. Malheureusement, ceux qui ne sont pas souvent venus aux réunions ont décliné, mais pour eux, ils ont continué. Je rappelle que l'Union pour le changement, c'est la société civile, c'est la presse, c'est les partis politiques. Alors, justement, je vous relance sur la question rapidement parce qu'on ne pourra pas faire toute la genèse. Et, le communiqué parle d'une 50aine de partis politiques qui auraient été favorables à cette désignation du candidat consensuel. Est-ce qu'on peut avoir quelques-uns, il n'est pas clair à ce niveau, quelques-uns de ces partis politiques qui sont favorables à ce candidat consensuel? Alors, je suis mal placé pour avoir cette liste parce que j'ai été parmi les gens qu'on a sollicités, à qui on a envoyé la liste. Et moi, c'est moi qui ai porté la liste de mon président. Je n'avais que le document de mon président. Donc à ce jour, on n'a pas l'identité claire des 50 partis politiques. Le NEC et Kane et Dieucam ont la liste. Et eux, ils ont la liste. Posez-leur la question, ils vous diront. Toujours est-il que, à la réalité aujourd'hui, le FSNC ne s'arrête pas à ça. Parce que la main continue d'être tendue. Très bien. On continue de travailler. On reviendra. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas la fin du combat. Réaction du Marcel Bissoc sur ce plateau. Ce consensus, vous y croyez, vous, Issa Chiroma, portant la candidature d'une partie de l'opposition et pour vous, vous êtes mal placé pour répondre, déjà militant du RDPC, mais pour vous, est-ce que c'est une candidature, est-ce que ça change quelque chose pour l'élection du 12 octobre prochain? Tout au moins la configuration de cette élection. Ma chère Albertine, déjà, vous savez, le parcours politique qui est modeste, mais qui est le mien, me confère 35 ans quand même de vie politique, en tant qu'acteur, en tant que fabricant de l'info, en tant qu'éditorialiste, en tant qu'homme politique aujourd'hui. Donc, c'est une vie de longanimité. Quand vous me présentez comme militant, oui, c'est vrai, mais je ne suis pas un simple militant, je suis un membre influent d'un parti. Je ne vais pas militer dans un parti. Je m'appelle Martial Bissoc. À un moment dans ce pays, il faut assumer son parcours et ses choix. J'estime que j'ai beaucoup de choses à donner et à apporter. La preuve, quand je viens, je porte ma parole. Je peux prendre des positions qui vont plus loin, parce que nous tous, on veut, au fond, que les choses avancent. Nous sommes d'accord. Je ne suis pas le patron de l'immobilisme dans ce pays. Maintenant, oui, bien sûr, on est ce nouveau visage du Cameroun, qu'on le veuille ou pas. Et les gens ne perçoivent pas totalement le jeu qui est en train de se passer, même à l'intérieur du parti. Moi, je dis qu'il y a ce qu'on appelle les transformations silencieuses, qui prennent du temps, il y a des mouvances. Maintenant, vous me dites de donner une position sur le choix du consensus de M. Issa Chiroma. Ben, écoutez, je vais vous dire, il y a un proverbe à Mungum qui dit à partir du moment où l'eau tombe directement du ciel, pourquoi aller boire dans la rigole, hein? Donc c'est mes beaux-frères, donc moi j'estime que je n'ai pas, enfin c'est pour justifier ma position actuelle. Parce que j'ai compris, peut-être avant tout le monde, que l'opposition que je connais, parce que je connais au moins tous ces leaders, on a travaillé, on a rigolé, on a partagé des moments de vie et des émotions ensemble, parfois même du même bord. Et après la déception, c'est justement ça. C'est qu'on n'arrive pas à voir quelque chose qui se dégage. Un visage tutélaire, quelqu'un qui fédère, quelqu'un qui porte la voix ou les aspirations pour peut-être changer le système. Et nous, on se dit peut-être il faut continuer tranquillement à avancer, à proposer autre chose. C'est mon choix. Maintenant, moi, je ne peux pas condamner totalement la démarche de Issa Chiroma parce que c'est une bataille de leadership. Vous savez, on n'a pas, puisque j'ai pris quelques minutes de retard, j'ai oublié de dire que mon grand-père était pasteur de l'église EPC à Newbel. Et il a eu l'insigne honneur et la chance de garder Oumiobe pendant les conflits, la période de conflit.
Et il en a payé de son grade parce qu'il a été rétrogradé, pour ne pas dire chassé, comme vulgaire catéchiste, et puis il s'est réfugié à Elok-Batindi. Voilà. C'est pour dire que nous portons une histoire de lutte. Et la lutte, elle n'est pas seulement entre nous, elle ne devrait même pas être entre nous, c'est la lutte pour la récupération de l'autonomie de ce pays finalement. En fait, on se bat depuis 1960, ou pour les plus anciens, pour 1910, 20, ou 1884, le traité germano-douala, pour essayer d'avoir un pays. Et chacun essaye de trouver sa route. Moi, si je pouvais donner un avis, c'est que vous voyez bien que ce qu'on va appeler la théorie du crabe s'observe toujours. C'est-à-dire, vous mettez un crabe seul dans un bocal, il peut s'échapper en 10 secondes, mais si vous mettez d'autres crabes, vous êtes sûr que personne n'en sortira, surtout vivant. Et c'est ce qui semble se produire en face. Et moi, je me dis, je n'ai pas joué ce jeu-là. Si nous devons la clarté aux Camerounais, vaut mieux militer pour des droits, pour des valeurs, pour des combats qu'on peut assumer et porter clairement. Parce que s'il y a des sous-traitants en face qui jouent les beaux, qui paradent et qui bouffent l'énergie des Camerounais, ils sont libres de ne pas m'aimer, moi j'accepte. Ou je vois quelques excités sur les réseaux, c'est leur droit, mais nous on fait de la politique. À un moment on se dit, est-ce qu'il faut être républicain? Parce que l'énergie ne se perd pas. Moi, je n'ai pas de l'énergie à perdre. Oui. Par le passé, nous donnions toute notre force, nous nous engagions à soutenir, à bavarder, à traîner, et puis au final, quelqu'un vous disait, moi, je donne mes voix au grand patron. Mais travaillons donc pour le grand patron, et ainsi ça sera peut-être clair. Et c'est ça mon choix. Et ce grand patron a la chance d'avoir aussi une oreille ouverte, parce que nous sommes en pleine transition politique. C'est ce que je dis. Le président Paul Biya est certain de gagner cette élection. Est certain de gagner cette élection. Mais le plus important, c'est de dire aux Camerounais, what else? Non, ce n'est pas de manière prétentieuse que je le dis, mais les faits, vous savez, il faut d'abord être... Tout le monde n'a pas la hauteur d'être analyste politique à la base. Pas vous, hein, vous êtes un brillant journaliste. Mais je dis, on parle selon les données. Nous sommes à 40 jours de l'élection. Je ne dis pas qui peut. Personne n'est le roi des urnes. Mais on parle en fonction des données, des statistiques, des... Voilà, des, et donc voilà. Pour vous, si je dis il n'y a pas match... Qui sont dans des détaillants politiques, hein, vous avez évoqué... Vous n'y croyez pas trop, hein, c'est pas dire... Non, attention. Les Camerounais n'aiment pas souvent qu'on leur présente la vérité comme un excès de zèle. Je redis humblement que face à ce qui se présente en face de nous, on est un peu dubitatif. Je vous rappelle quand même que moi j'ai eu la chance, je le répète pour les plus jeunes, qui croient que s'engager en politique c'est insulter sur les réseaux. Mais il faut être là. Moi j'avais 15 ans en 1990, quand on est allé défendre Med Yondo Black, on allait défendre Njawé, on allait défendre le banquier. Non, ne me coupez pas, c'est important. Célestin Monga sur le plateau. John, c'est évidemment Anissé Kane. Mais je dis, la première rencontre avec un homme politique puissant, c'était John Frundi, qu'on est allé accueillir à Douala, à Bonabiri. Et moi, j'ai vu la politique. Vous savez, et ce moment-là, j'espère que les plus jeunes vont le vivre. Parce que moi, peut-être j'ai 50 ans, je ne vois plus ça. Ou moi-même je suis perdu, ou je ne sais pas. Mais on ne sent pas cette étoile. Et quand cet homme-là va arriver, comme vous l'attendez tellement, il n'y aura même pas de débat. Ça peut être un garçon qui sort de Njorlumbe là-bas ou de Mora, mais il y aura quelque chose. Et cette dimension, cette troisième dimension est souvent mystique. Je le dis sur les plateaux, je suis un porteur d'une pépère, de la forêt, d'une banque, je sais de quoi je parle. L'élection présidentielle, c'est pas plus l'appareil qu'autre chose, c'est d'abord le choix d'un homme qui va à la rencontre du peuple. Et ça, on veut voir. Et pour vous, cet homme, on ne l'a pas encore trouvé? Non, il est là. Du président Paul Biya. Je le dis ainsi. Très bien. Mais on laisse le débat ouvert. Sylvestre Nyek, d'abord, je parlais de la légitimité de cette plateforme, ce groupe, l'UPC, l'Union pour le changement, qui a donc désigné Issa Chiroma Bakary. De quel droit, j'ai envie de dire, parle ce groupe? De quel droit ce groupe pourrait désigner un candidat consensuel? D'où sort-il ce groupe-là? Je ne vous demande pas forcément de faire la genèse, mais je dis, quelle est sa légitimité de désigner un candidat consensuel? Mener un peu 30 ans en arrière. Je rappelle qu'en 92, il y avait au moins 7 candidats. À l'époque,
sur le plan officiel, Founder a eu 36%, Belouba 19%. Entre autres, hein, il y en a qui avaient 2 et tout. Donc, le non plus chemin ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas tant l'alliance entre les partis politiques. C'est beaucoup plus l'alliance entre les partis et le peuple. Et ce peuple, c'est quoi? C'est un ensemble de souffrances partagées. Je rappelle, quand on va certainement reprocher à Issa Chiroma d'avoir appartenu au gouvernement, d'avoir, et donc d'en être comptable, n'est-ce pas? En 92, non, en 90, non, en 82, Biya a pris le pouvoir après avoir partagé 20 ans de construction du système dictatorial du Cameroun. Le pouvoir lui a été un peu cédé quand même, on est d'accord. Non, attendez, je sais pourquoi je le dis. Paul Biya a pris le pouvoir en 82 après avoir construit le système dictatorial pendant 20 ans avec le président Ido. Il a suffi d'un discours. Là, c'est l'UPC qui parle. Qu'ils nous disent, vous n'avez plus envie d'aller au maquis pour vous exprimer. Et l'UPC l'a rejoint. J'ai pour preuve, toi, Meloné. Tout le monde l'a rejoint. Mais également, il faut faire le bilan à un moment donné. Donc, le problème n'est pas d'avoir appartenu, parce que je réponds à mon jeune frère, il faut le dire également, qui parle des sous-traitants politiques. Je lui dis, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, nous voulons un nouveau discours. Parce que la différence entre celui qui veut le pouvoir et celui qui l'a. Ceux qui veulent le pouvoir, ou bien ceux, je préfère dire ceux, c'est présenter un programme pour ceux qui veulent le pouvoir, et pour celui qui l'a, effectivement, depuis un certain temps, de montrer un bilan. C'est de ça qu'il est question. Il ne s'agit pas de dire sous-traitant ou pas. Ce n'est pas ça le problème. Je rappelle que si quelqu'un prend le pouvoir demain, il ne va pas se débarrasser de la saison camerounaise que nous dénonçons chaque jour. Comme une chemise, ce n'est pas possible. Donc il vaut mieux, moi, mon point de vue, c'est que l'expérience est un atout, quel que soit l'endroit où on l'a acquise. C'est un atout. J'ai envie de vous dire que je sais déjà ce que vous allez dire dans les prochains jours à l'UPC. Mais bon, on continue. Oh, tant mieux. Mais je suis sûr que vous ne savez pas. J'ai envie de vous dire que je comprends. Non, j'ai décrit une situation qui peut être la nôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit à la réalité, le reproche qu'on pourrait faire à quelqu'un qui appartient au système, on aurait pu le faire à Issa Chiroma, à Bello Bouba. Au plus fort d'entre nous, aujourd'hui, il faut le reconnaître, hein, Maurice Kamto. Il faut le dire clairement. Maurice Kamto a bien travaillé pour l'État du Cameroun pendant 8 ans. Et un peu même après, un peu au-delà de... Parce que ce n'est pas le fait d'être ministre qui veut dire travailler pour l'État. Ce n'est pas ça le problème. On ne devient pas sous-traitant parce qu'on a appartenu à un système en bonhomme. Parce que je comprends très peu qu'on est... Enfin, je voulais vous dire, vous savez ce qui s'est passé entre Aïdjo et Biya, non? Non, dites-nous peut-être. Ah non, ils se sont pas... Peut-être qu'il y a une exclusivité. Non, pas du tout. C'est dans l'histoire du Cameroun. Bien que Biya ait appartenu à la construction du système Aïdjo, qui les servi, ils ne se sont pas parlé à un moment donné. Il y a un qui a même laissé condamner, parce que moi je fais confiance à la justice, je ne dis pas que Biya a condamné, mais il a laissé condamner, l'autre par contumace, à mort. C'est un peu ça. Donc, ce n'est pas suffisant. Lorsqu'on fait l'analyse politique, il faut aller au-delà de ce que nous voyons. La question c'était l'UPC. Quelle est sa légitimité finalement? Je vous ai dit, tous les groupements sont légitimes pour désigner leur candidat. C'est pas parce que tel n'est pas là. Dans ma famille, j'avais un aîné, un parent d'ailleurs qui est décédé, qui estimait que s'il n'était pas votre mariage, vous n'êtes pas marié. Ça ne voulait pas dire que vous n'êtes pas marié, il voulait vous dire, venez me donner mon vin rouge que j'aurais pu boire lors de votre mariage. Il faut que les gens arrêtent de croire que rien ne se passe lorsqu'ils ne sont pas là. Que ce qui s'est passé sans eux ne s'est pas passé. Non. Tout au moins, l'UPC se dit, les choses peuvent se passer sans nous. Vous savez, lorsque l'UPC, avec Kodok, a rejoint Paul Biya en 92, c'était pour montrer la preuve qu'on peut faire du Cameroun ce qu'on veut sans nous. C'est-à-dire, il faut que les gens soient humbles et se disent que vous n'allez pas tous les jours faire la politique de la crabe du crabe comme il dit non. Je rappelle que les crabes, à un moment donné, s'entendent au moins pour rester ensemble. Ce n'est pas seulement pour sortir. On reste ensemble et nous sortons ensemble. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent faire quelque chose pour le Cameroun sont dotés d'une légitimité que le peuple peut leur donner ou non. Le problème, je finis par là, parce que j'entends pas des choses, la certitude que Paul Biya va gagner, je ne peux pas laisser passer ça. La certitude que le président va gagner. Oui, à moins qu'on ait la magie. Paul Biya n'a jamais eu parce que Paul Biya est une émanation d'un consortium de partis politiques. Il n'a jamais eu 3 millions de votes. Jamais, depuis 92. Jamais. Aujourd'hui, nous avons le chiffre officiel, un peu plus de 8 millions d'électeurs. Et les électeurs sont inscrits pourquoi? Parce qu'on leur a reproché qu'ils veulent le changement et ne font rien. Ils ont fait le pas en s'inscrivant. Il y a donc au moins aujourd'hui 5 millions d'électeurs à aller conquérir. Je rappelle que si vous faites le décompte de l'ECAM par rapport aux régions, le Grand Nord a au moins 26% de l'électorat du Cameroun. Le Sud en a 4%. Ce n'est pas pour dire que le Sud ne vaut rien. C'est tout ça mis ensemble qui va permettre le moment venu que même parmi 12 candidats,
qu'on en élise un. C'est une possibilité. Le conseil selon lequel, tant que l'opposition n'aura pas un candidat unique, est un conseil du système. Et je leur demande, comment pouvez-vous donner un conseil pour qu'on vienne vous battre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous cachez. Vous ne pouvez pas dire tous les jours que tant que c'est les sous-traitants, tant qu'ils ne sont pas mis ensemble, alors non, ça ne vous regarde pas. Présentez le bilan de votre candidat, les autres candidats. Laissez-les faire. Absolument. Guy Abefanga, restons sur le candidat Issa Chiroma Bakary. Est-ce que ce serait vrai de dire, de faire cette lecture qu'il a quand même du mal à rassembler autour de lui? Il y a eu beaucoup de rencontres, surtout déjà les autres candidats qui, jusqu'ici, restent certes le peuple, mais les autres candidats qu'il faut également convaincre, commencer par convaincre. Issa Chiroma qui a rencontré Belou Bouba officiellement, qui a rencontré Maurice Kamto qui, malgré le fait d'être aujourd'hui un peu invincé de cette course, reste un poids important d'après les analyses, mais qui jusqu'ici n'a pas reçu le soutien de ces personnalités qui sont des personnalités de premier rang pour la prochaine élection. Comment est-ce que vous analysez cette petite entorse à cette candidature consensuelle de ce que, à ce jour, jusqu'à l'annonce, qu'il n'y ait pas encore de véritable poids qui s'est prononcé en faveur de cette candidature consensuelle? Alors, Albertine, j'ai la prétention d'avoir bien fait mes humanités. Et dans les sciences de l'information et de la communication, nous enseignons aux étudiants que si vous n'êtes pas amis en temps de paix, vous ne serez pas amis en temps de guerre. Donc, l'animosité apparente, visible entre Issa Chiroma et les autres, et en fait, est simplement la conséquence de l'attitude qu'il a souvent eu vis-à-vis des autres. Et donc, vous ne pouvez pas vous entendre à ce que, de manière miraculeuse, tout de suite, il soit accepté et adoubé. C'est tout à fait, c'est compréhensible et normal. Et puis, j'ai la chance de diriger un journal qui est politique, dont je connais presque tous les acteurs, et je parle avec tous les acteurs. Dans un numéro tout récent du journal des politiques Sebdo, j'avais dans un éditorial ce que j'appelais les maladies infantiles de l'opposition camerounaise. Ils sont tous victimes de la théorie du jardinier. Vous savez, le jardinier, quand il se lève le matin, quand il regarde les herbes, l'herbe qui est un peu plus haute, il coupe pour que tout soit au même niveau. Malheureusement, c'est exactement comme ça que nos dirigeants politiques se comportent. Dès qu'on sent qu'une herbe, il faut rapidement la couper, il faut la neutraliser. Quand on regarde même les éléments de langage que les uns et les autres utilisent pour parler de leurs confrères ou alors compères président de parti politique, c'est à tomber à la renverse. Donc tout ça n'est pas de nature à créer un environnement sain et à susciter l'adhésion du peuple. Parce que quoi qu'on dise, Vox Populi, Vox Dei. Cette organisation avait le mérite d'être une approche transpartisane, c'est-à-dire qu'en indiquant très clairement, d'ailleurs, c'est ce que le groupe de Douala avait dit, hein, c'est pas différent de ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est-à-dire que le choix qui va être fait, c'est le choix du peuple, ce n'est pas le choix des 11 autres candidats. Parce que la vérité, dans la démarche qui a été engagée, vous avez à la fois les leaders des partis politiques, la société civile et toutes les autres organisations possibles pour qu'au finish, le peuple fasse un choix. Maintenant, on a eu beaucoup d'autres approches cavalières qui ont laissé dubitatif le peuple. Parce que les gens, aujourd'hui, nous avons travaillé depuis quelques années, moi qui suis sur la scène, à augmenter la masse critique des citoyens camerounais. Donc de plus en plus, je veux dire que le militant de 2025 n'a rien à voir avec le militant de 92. Pas du tout. Parce qu'il a un tel degré d'accès à une panoplie d'informations qu'il l'oblige à être plus regardant à ce que les autres délivrent comme discours dans l'espace public. Et donc, il faut faire attention quand on s'adresse à lui. Donc, il y a plusieurs démarches comme ça, un peu de manière alambiquée, qui ont fini de s'aimer le doute et la confusion. Sauf que pour accéder, comme disait Marcel tout à l'heure, l'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu. C'est un rendez-vous, une rencontre entre un homme et un peuple. Et il y a 4 leviers qu'il faut mobiliser pour accéder au pouvoir. 1, il faut avoir l'argent. 2, il y a l'armée. Le 3e levier à mobiliser, c'est la popularité, il faut être populaire. Et il y a la diplomatie, avec l'entre-gens, etc. Là, quand vous faites une analyse profonde des différents candidats, est-ce que vous pouvez me dire comme ça au pif, de quel peut avoir 2 sur 4 au moins? Il y en a très peu. Mais c'est également qui remplit 2 sur 4. Mais c'est également ça que sert un consensus. C'est pour ça qu'ils sont obligés de se mettre ensemble.